Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, l'invité que nous recevons aujourd'hui est un ancien joueur de foot qui est originaire de Ottawa, où il a fait l'essentiel de ses classes en jeune avant de faire un bref passage en Suède et en Lettonie notamment, et avant de revenir et poursuivre des études d'avocat pour protéger et défendre les intérêts des footballeurs. Il s'agit de Thomas Alessandro. Salut Thomas, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien Gerlin, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, peux-tu nous résumer ton parcours en quelques mots? En quelques mots, c'est difficile, mais les mots qui me viennent en tête pour résumer un peu mon parcours de vie quant au foot spécifiquement, sur le côté carrière et aussi sur le côté professionnel, c'est vraiment le rêve et ensuite l'hyper-focalisation. Dans le sens où, depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé à de grandes choses. Évidemment, quand je jouais au foot, c'était vraiment pour jouer pour l'équipe nationale italienne ou canadienne un jour, gagner la Coupe du Monde. Euh, et ensuite, quand j'ai grandi et je me suis mis aux études, c'était vraiment pour défendre les droits des jeunes athlètes et l'hyper-focalisation parce que je me suis mis cet objectif dès un très jeune âge et je fonce toujours. Excellent, excellent. Alors, tu as passé l'essentiel de ta vie à Ottawa, si je ne me trompe pas, La majorité, oui. la majorité. Alors, peux-tu nous expliquer dans quel contexte tu as grandi? Bon, j'ai été très chanceux parce que mes deux parents sont d'origine italienne. Ma mère, elle a immigré au Canada quand elle était jeune. Mon père, lui, c'est un enfant de deux immigrants italiens. Les deux viennent d'un background relativement humble et ils ont essayé de me passer ces mêmes valeurs, les valeurs d'humilité, de respect, les valeurs culturelles italiennes. Donc, j'ai vécu deux parents italiens à Ottawa. C'est pas un mélange qui se fait très souvent, mais mes deux parents viennent originalement, ils ont vécu à Montréal avant de déménager à Ottawa. Donc, j'ai toujours eu ce lien très proche à Montréal. Mes grands-parents étaient à Montréal, mes cousins sont à Montréal encore aujourd'hui. Donc, j'ai vécu dans une famille, une très très bonne famille. J'étais très chanceux. Ce sont des très bonnes personnes. Ouais, j'imagine. Ils ont fait de toi un avocat, donc c'est sûr que... Il C'est ne faut sûr pas leur que... donner tout le crédit, par Non, contre. non, bien sûr, bien sûr. Mais regarde, euh, moi, comme je dis toujours, c'est sûr que derrière un enfant qui a du succès, il y a quand même des parents qui ont été présents, Absolument. qui ont Oui. été présents. Parce que je pense que pour qu'un enfant se construise et se construise bien, il faut qu'il ait des parents aussi qui soient présents. Du moins, on va dire un écosystème, tu vois, un écosystème solide, tu vois, qui soit Oui, présent. oui. Et cet écosystème familial dans lequel j'ai vécu, j'ai été très chanceux parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui a ça, mais j'ai adoré mon enfance. Ouais, définitivement. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, donc, tu es passé aussi par les Ottawa Fury, Oui, d'accord? oui. Mais était-ce le seul club où tu as évolué? Bon, avec le Fury, c'était une belle histoire d'amour. C'était à ce point-là la grande académie privée à Ottawa. On avait la majorité des bons joueurs. Évidemment, il y avait d'autres clubs à Ottawa qui étaient très forts. Donc, j'ai passé la majorité de mes années d'adolescence avec le Fury, d'environ de 12 jusqu'à 16, 17 ans. Donc, je dirais que c'est le seul club qui m'a formé parce que tous les coachs qui ont eu beaucoup d'influence sur ma carrière, j'ai pu travailler avec eux au Fury. Mais évidemment, quand j'étais plus jeune, il y avait quelques petits clubs privés à Ottawa, les Ottawa Internationals notamment, euh, et les Gloucester Hornets. C'est aussi un autre club à Ottawa qui Qui est est très connu, ce club, hein. très connu aussi. Donc, j'ai passé quelques années là-bas et ensuite, mais j'ai passé la majorité de mon temps au Fury, qui, à ce point-là, était une académie très forte. Et on a produit, en fait, beaucoup de joueurs sur le côté masculin et féminin. Notamment, je pense à un de mes grands amis, Nevelo, qui est Bien maintenant sûr. dépisteur en chef de l'académie du CF, qui est un de mes grands amis qui, quand j'étais jeune, il était un petit, pas un idole, mais je voulais être comme lui parce qu'il jouait le même poste que moi. Et donc, il venait me voir au match et il me donnait des mots d'encouragement, il me parlait après les matchs. Donc, c'est ça, c'était vraiment une belle expérience pour des jeunes joueurs comme moi à ce point-là.
On parlera justement de Nevelo plus tard, tu vois, et de l'influence en fait qu'il a eu sur toi. Mais moi, ce que je voudrais savoir, quand tu as commencé à jouer au foot, est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais déjà un objectif précis? C'est une bonne question. Je dirais que oui, dans le sens où, pour moi, tout a commencé quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde. C'est vraiment à ce moment-là, En c'est 2006, en c'est ça? 2006 justement. Donc j'avais 7 ans à ce point-là et je me rappelle de cette journée très très clairement. On était à Rivière-des-Prairies chez des cousins et Quartier très italien de très Montréal. italien en plus. Euh, et je me rappelle en regardant le match et quand l'Italie a évidemment gagné la finale, en sortant de la maison cette journée-là, en voyant les milliers de personnes qui étaient entourées pour célébrer cette victoire, ça, ça a vraiment décliqué quelque chose dans ma tête et j'ai réalisé jusqu'à quel point le foot, c'est tellement plus que juste un ballon et un sport. C'est vraiment une identité, c'est une culture. Et je dirais qu'à ce moment-là, en voyant la joie sur la face des gens que j'aimais, ça a vraiment tout changé. Et à ce moment-là, j'ai décidé, ouais, je veux faire de ça ma carrière et ma vie. Et évidemment, on ne peut pas s'échapper du foot. On en parle toujours aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est sûr que les choses ont changé, mais dès ce moment-là, je voulais jouer pro. Donc, c'était ça l'objectif dès le début, ouais. D'accord. Et justement, quand tu y penses maintenant avec le recul, parce que tu m'as expliqué que de 12 à 17 ans, en fait, tu étais au Ottawa Fury. Ouais. C'est sûr que quand tu vois les opportunités que les jeunes ont aujourd'hui, c'était pas la même réalité. Mais toi, justement, tu vois, qui vivais ça, euh, quelles étaient les vraies opportunités que les jeunes avaient à ce moment-là et que tu voyais pour ton Ouais. avenir? C'est justement ça la difficulté, j'ai trouvé, parce que le panorama du foot et les opportunités qu'on a aujourd'hui sont vastes à comparer de ce qu'il y avait même il y a 10-15 ans quand je jouais moi. Donc à ce point-là, il y avait vraiment deux options. C'était vraiment la NCAA ou pro. Et pro, ça voulait dire soit en MLS par le biais d'une académie. Donc pour nous, c'était soit Toronto ou à l'Impact de Montréal à ce point-là. Ou évidemment de prendre cet élan vers l'Europe, d'essayer quelque chose de nouveau et de rêver. Euh, mais je dirais même qu'à ce point-là, c'était très rare les Canadiens qui allaient en NCAA. Il y en a certains qui ont pavé le chemin de notre cohorte, mais généralement, c'était ceux qui étaient en académie de MLS qui avaient vraiment les grands avantages. Donc, on était un peu perdus. Et évidemment, aujourd'hui, c'est pas rare de voir un jeune qui passe en Europe par un petit club dans un plus petit pays où maintenant il y a la CPL, il y a des compagnies qui travaillent pour placer des jeunes en NCAA et plein d'histoires de succès. On peut penser à Tajon Buchanan qui maintenant joue en Champions League à chaque semaine et Nico Markovic récemment. Moïse Bombito. Moïse Bombito aussi de Montréal. Donc, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment un passage clair, mais les choses ont évolué pour le mieux, je dirais. Donc, je ne sais pas pour toi comment tu as trouvé ça quand tu es venu au Canada. Ben, quand je suis venu, je trouvais ça assez compliqué. Je trouvais ça assez compliqué parce que bon, comme tu le sais, hein, je viens de la Belgique où, il faut le dire, là-bas, le foot est quand même assez développé. Euh, D'ailleurs, tu le vois aussi, même l'équipe nationale, en fait, a eu beaucoup de succès, surtout, mais peut-être un peu moins depuis les 3-4 dernières années. Mais juste avant ça, le foot belge était vraiment à son pic. Mais c'est vraiment parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au niveau de la formation. Maintenant, tu as plusieurs grands centres de formation. D'accord. Et c'est vrai que si je compare avec le Canada, quand moi je suis arrivé, ben, juste pour te donner un exemple, je me rappelle à l'époque, quand je faisais encore des essais avec l'Impact de Montréal, on m'avait mis d'abord avec la deuxième équipe qui était l'Attaque Trois-Rivières. Et c'est vrai que à ce moment-là, même l'Attaque Trois-Rivières, pour avoir des terrains, c'était compliqué. Tu vois, ça, Wow. c'était la réalité. Alors que maintenant, ben, tu as l'Académie de l'Impact qui est en place, tu en as parlé, la NCAA.
Tu as beaucoup d'entreprises et tout ça qui travaillent Ouais, justement pour placer ces joueurs-là. Tu as aussi des agents qui sont présents et qui travaillent déjà avec l'Europe, qui ont des ponts avec l'Europe. Donc c'est sûr que les jeunes aujourd'hui, et tu as parlé de la CPL, et d'ailleurs dernièrement, mais comme tu le sais, donc le FC Supra va faire absolument. sa première saison cette année. Donc ça, c'est encore une autre opportunité, ben, pour pour les jeunes Québécois et par extension aussi pour les jeunes d'Ottawa, les jeunes Ottaviens qui sont pas très loin. Ouais. Donc ça, toutes ces choses-là participent vraiment, je dirais, au boom en fait du soccer. Et puis bon, il faut le dire, c'est le sport qui est le plus pratiqué maintenant au Canada. Et je pense que avec la Coupe du Monde aussi qui arrive, je pense que ça peut être que positif en fait pour l'évolution du foot. Surtout que l'équipe nationale aussi depuis quelques années maintenant performe. Ouais. Euh, c'est plus. Je dois dire, quand moi je suis arrivé, quand on jouait contre le Canada, ben, tu savais que tu avais beaucoup plus de chances de gagner que le contraire. Alors que Ouais. maintenant, c'est une équipe où tu dis, ah ben ouais, ben, il y a Jonathan David, il y a des C'est mecs comme devenu du Wesley sérieux Ito. rapidement, hein. Ouais, Puis c'est tous des joueurs qui évoluent dans de très grands championnats, tu vois. Donc il y a ça. Et c'est sûr que quand les jeunes voient ça, ça les inspire aussi. absolument, absolument. Et c'est ça, quand nous, on grandissait et on jouait au foot tu sais, de 12 à 15 ans, euh, l'équipe canadienne, elle était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est bien pour les jeunes de pouvoir regarder en haut et de voir, ah ouais, ce gars-là, il vient de ma ville et maintenant il joue en Champions League. C'est des choses que, en toute honnêteté, j'aurais jamais pu imaginer. Quand j'étais jeune, j'aurais jamais pu imaginer une Coupe du Monde où le Canada se qualifie et l'Italie non. Et donc, il faut continuer à rêver parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est Exact. positif, définitivement. Et justement, en parlant de l'équipe nationale canadienne, je fais une petite parenthèse. Tu les vois aller où à la Coupe du Monde? Bon, alors, avec le nouveau format, vu qu'il y a 3 équipes, si j'ai pas tort, il y a 3 équipes par Exact. groupe qui se qualifient. Je crois que ce serait très décevant si on ne se qualifie pas. Je pense que nos attentes sont relativement basses vu le fait qu'on n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde. Donc, mais considérant le momentum, la qualité de l'équipe, je vois qu'on se qualifie définitivement. Et ensuite c'est un match à la fois, donc tout peut se passer. Moi, je dirais on va gagner, mais on verra ensuite. Non, mais tout est possible, hein. Tout est Ouais. possible. Mais moi, je pense qu'ils iront au moins au huitième de finale. Après, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'après, tout est possible. Mais si je compare ce que le Canada a montré par rapport aux équipes, on va dire, les plus fortes, les plus grandes nations, je pense qu'ils peuvent aller au moins au huitième de finale. Et je pense Ça que ce serait... sera déjà un très très bon résultat. Oh, ça serait fantastique. Je pense qu'on est vraiment dans un bon spot là, avec l'équipe nationale, le staff qu'on a, les joueurs qu'on a. euh, on a des hautes attentes. Exact, exact. Mais justement, on va maintenant parler un peu plus, tu vois, de ton expérience en Europe. Parce que tu as fait notamment un passage par la Lettonie, ben, d'abord la Suède, D'abord la Suède, puis ensuite et la ensuite en Lettonie. Lettonie, justement. Exact. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à cette période? Est-ce que ça Écoute, t'a oui, apporté? oui, c'était une expérience extraordinaire. À ce point-là, évidemment, là, ça fait 10 ans. Je peux même pas y croire. À ce point-là, c'était plus rare que les jeunes allaient en Europe pour jouer au foot. Maintenant, ça se passe beaucoup plus et pour le bien. Mais à ce point-là, j'étais le premier de ma cohorte qui est allé en Europe. Le temps en Suède, j'ai adoré. C'était pour une équipe qui s'appelait Huddinge. Donc, une équipe à ce point-là était en 3e dans le championnat suédois. Et j'ai joué pour les U19 en académie. Donc, sur le côté culturel, expérience de vie, c'était vraiment extraordinaire. J'ai pu vivre avec une famille suédoise dont 2 jeunes étaient dans le même club que moi, évidemment au niveau plus bas. Donc, j'ai pu vraiment essayer d'apprendre le suédois et leur apprendre l'anglais. En même temps, vivre une vie dans une maison suédoise, c'était une expérience inoubliable et fantastique. Et ensuite, évidemment, le chemin m'a apporté à la Lettonie, qui était une belle expérience aussi. La Lettonie, c'était pour
la première équipe en deuxième division. Donc, c'était niveau pro, mais je dirais vraiment de niveau plus un niveau semi-pro. Si on regarde maintenant la CPL, je ne pense pas que c'était à ce niveau-là, mais c'était quand même une expérience fantastique, mais complètement différente, en fait. En Suède, j'ai pu voir le côté plus technique, rapide du jeu, et en Lettonie, c'était beaucoup plus robuste, force mentale, plus agressif, non seulement comme culture, mais aussi comme style de jeu. Donc, deux expériences de vie que je tiens à cœur et qui m'ont formé comme personne. Mais sur le côté foot, ça a été très, très intéressant, définitivement. Ouais. Ben, justement, si je comprends bien, durant cette période, c'est là que tu as commencé à... Ben, moi, déjà, la question que je voulais savoir, est-ce qu'à un moment donné, et je parle plus de ton expérience en Lettonie, est-ce qu'après avoir vécu cette expérience, ou du moins pendant que tu vivais cette expérience, est-ce que ça a commencé à être plus clair pour toi de savoir si tu allais continuer dans le chemin du professionnalisme, ou plutôt tu t'es dit, ben, il y a autre chose à faire? C'est une bonne question, Garlin, parce que, en fait, à ce moment-là, je n'ai jamais vécu de regret avec cette décision, mais c'était vraiment un moment important dans ma vie où j'ai fait le choix d'essayer quelque chose d'autre. Et pour plusieurs raisons. C'est pas que j'avais pas le niveau, pas l'envie, pas la motivation. J'étais très chanceuse d'être déjà dans une situation où j'étais sous la lunette européenne. Déjà, j'étais en contact avec des coachs européens et une offre contractuelle pour une autre année en Lettonie. Mais j'avais décidé de changer parce que j'ai réalisé qu'à ce point-là, j'allais peut-être pas jouer pour Real Madrid ou Barcelone. Et donc, je devais faire un choix. Est-ce que j'allais dédier ma vie au foot sur le terrain ou est-ce que j'allais trouver un autre angle? Parce qu'évidemment, ça a toujours été le foot pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'ai 18 ans, j'ai le temps de me perfectionner dans un autre domaine, mais faut agir tout de suite. Parce que sinon, je peux facilement avoir 26, 27 ans sans trop avoir de structure, qui est totalement correct, c'est un autre chemin. Mais pour moi, c'est le choix que j'avais fait. Puis, comme j'ai dit, on ne peut pas vivre dans le regret parce que si on retourne en arrière, on ferait le même choix. Donc, Exact. Ah ben, c'est ça. ben, ça veut dire que dans ton cas, en fait, c'était clair. Oui, je veux dire, ça a pris du temps, mais quand j'ai fait le choix, j'ai jamais regretté. Et j'ai jamais regardé en arrière. Et je suis très satisfait avec la décision et je suis très heureux au jour le jour. D'accord. Maintenant, ben, déjà, merci pour la transparence que tu as eue, tu vois, vis-à-vis de ces expériences-là. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aille encore plus dans les détails. Parce que c'est sûr que tu as été exposé à deux cultures différentes, ben, qui t'ont aidé peut-être à aimer encore plus ta passion. Mais ce que je voudrais savoir maintenant, quelles étaient les choses où tu t'es dit, ben voilà, je vais prendre le chemin du droit? Ouais. En fait, aussi, cette décision était très claire et très nette. Quand j'étais en Lettonie, j'étais accompagné de deux gars japonais. On était les seuls qui n'étaient pas lettoniens ou russes dans l'équipe, donc évidemment, on s'est rapprochés. Ces deux gars-là vivaient proche de chez moi, donc on mangeait le souper ensemble, on s'entraînait le matin avant l'entraînement d'équipe ensemble, et on a créé cette amitié quand on était là. Et je me rappelle 2-3 mois durant la saison, il y en a un qui me dit écoute, la Lettonie, c'est une superbe expérience, mais ça coûte cher. Hein? Je dis comment ça coûte cher? Je dis mais t'as pas payé pour venir ici? Je dis bah évidemment non. Et ils me disent que les deux, ils avaient payé une somme astronomique. Je ne me rappelle pas exactement du montant, mais ça doit être 3-4 000 euros, ce genre de somme qui fait un peu peur pour un jeune joueur. Et ça m'a tellement marqué parce que c'était deux gars super humbles, super gentils. Et mon seul point de repère familier dans un pays tout seul, froid, que c'est à ce moment-là que j'ai décidé, non, en fait, je veux dédier ma vie pour justement protéger des jeunes comme ça. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus mal que de faire du mal avec du bien. Et dans ce cas-là, le bien, c'est le foot. Donc, comment tu peux arnaquer quelqu'un en utilisant la chose qui nous réunit le plus
autre que la nourriture, les pâtes, tu as Mhm. mentionné, le football, c'est la chose qui nous réunit, qui nous rassemble le plus entre culture, entre âge, n'importe où dans le monde, ça se joue. Et donc, d'utiliser cette plateforme, de vendre de l'espoir, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que j'ai décidé à ce moment-là de dédier ma vie au foot, mais sous une lunette différente, en fait. Exact, exact. Mais maintenant, euh, mais justement, par rapport à ces jeunes Japonais, est-ce que tu as encore contact avec eux? Oui, absolument. On s'envoie des petits messages WhatsApp de temps à autre. En fait, les deux, super gentils, il y en a un qui s'appelait Asuka, on l'appelait Ash. Ash, il a vécu en Australie, donc on communiquait très bien ensemble parce qu'il parlait l'anglais. Mais Hiro, lui, il parlait du tout l'anglais. C'était vraiment juste le japonais. Donc, on avait Ash qui était vraiment le traducteur simultané. Et on a développé cette amitié ensemble comme ça. Mais oui, on est en contact. On se parle pas tous les jours là, mais Mhm. ça fait 10 ans déjà, mais on est toujours en contact. Ouais. Excellent, excellent. Et justement, ben, tu l'as déjà mentionné, les 4 000 euros, mais qu'est-ce que... Ben, tu as utilisé le mot dégueulasse, donc c'est pour ça que je vais le reprendre. C'est quoi que tu as trouvé vraiment dégueulasse, en fait, dans les... On va dire... euh, ben, dans ce que tes amis vivaient à ce moment-là? Justement, c'est parce que nous, la personne qui nous avait envoyé en Lettonie, c'était un agent très connu en Lettonie qui représentait des joueurs de l'équipe nationale. Et eux, c'était vraiment un peu un agent japonais qui travaillait avec cet agent lettonien. Et justement, l'agent lettonien, qui était une très bonne personne, lui n'était pas au courant que l'agent japonais avait pris ce montant d'argent des joueurs. Donc lui aussi, en le découvrant, ça l'a beaucoup déçu. Donc c'est vraiment cette cachette que j'ai trouvée particulièrement dérangeante, en fait, et qui me rapporte à ce que j'ai dit avant. Je veux dire, vendre de l'espoir, c'est pas cool. Et quand il n'y a pas d'ouverture, de clarté, c'est là que j'ai vraiment tripé. Là, ça m'a vraiment dérangé. Ouais. D'accord. Et donc, c'est là que tu t'es dit que tu allais, entre guillemets, faire en sorte, en fait, que ces jeunes soient valorisés, en fait, de la bonne manière, mais surtout qu'ils soient protégés. Voilà. Mais maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce que ça a été clair pour toi? Tu t'es dit, ah, je veux devenir avocat. Est-ce qu'il y avait, on va dire, une branche ou une matière en particulier que tu te disais, ben, c'est ça que je vais faire pour arriver à tel ou tel objectif? Oui, évidemment, l'objectif a évolué avec le temps. Auparavant, c'était vraiment de devenir avocat pour être agent. Parce que je me suis dit, bon, bah, s'il y a un agent méchant comme ça, moi, je peux être l'agent gentil. Évidemment, cette mentalité, cet objectif a évolué beaucoup à travers le temps. Et maintenant, je suis exclusivement avocat. Je ne suis pas agent et je ne compte pas l'être. Mais oui, dès le premier moment, je me suis dit, j'ai 18 ans, j'ai le temps. Quelle serait l'expérience de vie ou l'éducation la plus pertinente dans ce cas-ci? Et j'ai décidé à ce moment-là, c'est de devenir avocat et j'avais le temps de le faire. Donc, je me suis dédié à 100% et puis 8 ans et demi plus tard, on y est arrivé finalement. Ben, félicitations, hein. Ah, bah, Félicitations merci, par merci. rapport à ça. Mais ce que je voudrais savoir aussi, parce que bon, j'imagine que dans ton secteur, tu es emmené à fréquenter quand même pas mal d'agents. Oui. C'est quoi pour toi un bon agent? Un bon agent, c'est 3 choses me reviennent toujours en tête. La première, c'est les intérêts. C'est toujours d'avoir l'intérêt du joueur avant son intérêt financier, parce qu'on s'entend, l'agent, c'est un intermédiaire qui est là pour se faire de l'argent sur une transaction. Le deuxième, c'est la communication. Et c'est une des plaintes que je reçois beaucoup des joueurs, c'est le fait que mon agent ne me répond pas clairement. Et le troisième, évidemment, ça va un peu avec le deuxième, mais c'est l'intégrité. Et je pense qu'un agent qui est intègre, et j'en ai rencontré, qui sont de très bons agents, qui prennent une certaine fierté dans leur métier, a priori, ils ont toujours ces 3 piliers. Ils sont toujours super intègres avec leurs clients. Ils communiquent toujours très bien.
Et c'est ça qui leur rend bons agents. Ouais. Excellent. Et est-ce que je t'avais déjà posé cette question-là, mais est-ce que tu es emmené à travailler avec beaucoup d'agents? Oui, définitivement. Et j'essaye le plus souvent de travailler exclusivement avec les agents que je juge qui sont bons éthiquement avant tout. Donc, ça m'arrive souvent de recommander un joueur à un agent qui serait capable de, de prendre ses services et de l'aider. Et c'est ça la chose la plus importante parce que parfois on peut oublier que c'est vraiment des êtres humains comme nous, malgré le fait qu'il y a cet aspect financier. Il faut toujours garder en tête que c'est des humains et que nos décisions à l'extérieur des lignes blanches du terrain de foot peuvent vraiment affecter non seulement leur vie, la vie de leur famille et leur futur. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention sur ce plan-là. Ouais. Quelles sont les études et on va dire ben, quelles sont tes fonctions exactes au niveau des études que tu as faites et où est-ce que ça t'a emmené aujourd'hui? Bon, majoritairement, ce que je dirais, c'est que je travaille sur le côté contractuel. Donc, quand j'ai fréquenté l'Université de Montréal pour faire mon bac en droit et ensuite le barreau, je suis tombé en amour avec les contrats. Et donc, je me concentre majoritairement sur le côté contractuel, que ce soit avec un joueur ou un club, toujours sur le niveau transactionnel. Donc, peu importe la transaction, que ce soit un agent qui signe avec un joueur ou un joueur qui signe avec un club, je travaille majoritairement dans ce domaine-là. Je dirais que la majorité de mes clients sont des joueurs qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils signent. Et c'est le gros danger. Et c'est vraiment un très, très grand danger parce que parfois, on peut voir des joueurs qui sont avec le même agent pendant longtemps. Et à vrai dire, je ne crois pas que c'est toujours une question de loyauté. Parfois, je crois que c'est une question d'empiègement, d'empiègement contractuel dans ce cas-là. Parfois, il est difficile de sortir d'un contrat parce qu'il y a des conséquences financières ou des conséquences de carrière. Et donc, je réitère toujours aux jeunes joueurs avec qui je travaille, il est primordial, même à 16 ans, même à 17 ans, de savoir ce qu'on signe. Parce que c'est le moment le plus important sur le côté contractuel de ta carrière en entier. Et donc moi, je m'assure avec les parents de joueurs et les joueurs qu'ils savent ce qu'ils signent. C'est pas pour leur dire ne va pas avec cet agent ou signe avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour qu'ils sont au courant des conséquences possibles des différentes clauses dans leur contrat. Donc, c'est pas mal ça que je fais. Ok. Maintenant, la question que moi je voudrais te poser, je pense que ce serait intéressant, tu vois, d'avoir ton expertise en fait là-dessus. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que des agents, tu vois, mais des agents plutôt, tu vois, qui sont intègres, comme tu l'as bien mentionné. Est-ce que c'est arrivé que ce genre d'agent-là, ou du moins des agents de ce profil-là, on va dire, est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils te concertent toi avant de passer à la signature avec le joueur? Oui, absolument. Normalement, je dirais que les agents avec qui je travaille, c'est pas nécessairement sur le côté de cette transaction-là, c'est pour d'autres petits projets. Euh, mais ça m'arrive parfois de, par exemple, réviser un contrat pour un agent pour s'assurer que le template du contrat est conforme à ses intentions, conforme aux réglementations FIFA, aux réglementations nationales, etc. Donc oui, ça arrive. Euh, et c'est pour le bien, je veux dire, c'est pour le bien des joueurs à la fin de la journée. C'est vraiment pour protéger les joueurs. Parce que moi, personnellement, et je suis sûr, toi aussi, Gerlin, et tu as joué à très haut niveau, donc tu le sais même plus que moi, qu'il y a tellement de bons joueurs qui ont perdu leur carrière pour des facteurs qui sont externes du foot et de l'attitude. Parce qu'on s'entend, c'est vraiment, est-ce que tu es assez bon pour jouer au foot et ensuite, est-ce que tu as l'attitude et la discipline pour jouer à haut niveau? À l'extérieur de ces deux facteurs-là, pour moi, ça me blesse beaucoup si un joueur perd une potentielle carrière à cause d'une tierce personne.
qui a peut-être des intérêts différents. Donc, c'est super important que les jeunes savent ce qu'ils signent et super important aussi que les agents sont fiers des contrats qu'ils offrent à leurs joueurs. Maintenant, peut-être ce qui serait bien aussi, c'est de savoir, toi, en tant qu'avocat, qui a été emmené à accompagner quand même pas mal de joueurs et puis à être un conseiller aussi pour certains agents. C'est quoi l'impact positif que tu as vraiment eu en fait sur la carrière des joueurs que tu as accompagnés jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous donner vraiment des exemples? Exemple, je ne veux pas trop rentrer dans le détail du nom des joueurs ou ce genre de truc parce que j'ai pas vraiment envie de divulguer ces informations-là, mais sur le côté personnel, c'est sûr que les joueurs sont extrêmement contents et se sentent libres. Et c'est ça l'avantage de travailler avec un expert en droit des contrats de foot. C'est qu'en signant, tu sais exactement ce qui se passe et donc il n'y a pas de surprises qui viennent dans le futur. Ensuite, il y a aussi le côté des joueurs qui viennent me voir quand il y a un problème. Et ça, c'est jamais aussi glorieux. Mhm. Euh, et si je suis capable de les aider et à maintes reprises, c'est des histoires de succès, ils sont aussi très contents. Mais pour moi, l'objectif, c'est pas nécessairement que les jeunes viennent me voir avec un problème, c'est vraiment d'éviter le problème. Donc, c'est difficile de se dire, ouais, en fait, je signe avec un agent ou je signe avec un club, pas besoin d'aller voir un avocat parce qu'il n'y a pas de problème. Mais ensuite, parfois, des joueurs viennent me voir et me disent, tu sais, il y a un certain problème, je veux sortir d'un contrat avec un agent ou le club ne me paye pas, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Parfois, il n'y a rien que je peux faire. Et donc, c'est là vraiment que tout le monde souffre, moi en tant qu'avocat et eux en tant que joueurs encore plus que moi. Donc, c'est ça. Mais justement, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouvais ça intéressant. Dans le cas où tu as un club qui ne paye pas le joueur, et après, bon, c'est sûr que dans cette situation-là, ça peut arriver pour diverses raisons. Mais maintenant, moi, la question que je voulais te poser, toi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que tu conseillerais à ce jeune-là? Mais ça dépend vraiment de la situation. Un à un. La première chose qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce que le club n'a pas payé le joueur. Et ensuite, c'est une question de fait et de droit. Et ensuite, une analyse avec moi, je pourrais te dire, ouais, en fait, ils te doivent de l'argent ou il y avait une raison. Parce que c'est très nuancé, en fait, le droit. Les gens s'attendent que c'est toujours une réponse claire, mais en fait, c'est vraiment du cas par cas et c'est toujours une question de fait et de droit. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Super. Et alors, ce que je voudrais savoir aussi, c'est quoi les questions en général que te posent d'une part les joueurs et d'autre part les parents? C'est drôle et c'est ironique en fait, parce que la question que je reçois le plus des parents et des joueurs, et maintenant particulièrement sur les réseaux sociaux, ils me demandent toujours, c'est ironique parce que c'est pas vraiment juridique, mais ils me demandent toujours est-ce que c'est une arnaque ou non. Et particulièrement, c'est toujours ce qui a à faire avec les essais en Europe. Et c'est une question très nuancée parce que en fait, maintenant, c'est sûr qu'on peut trouver des essais en Europe, il faut payer pour, ça arrive souvent et ça se trouve facilement. Est-ce que c'est une arnaque ou non? Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de où est-ce qu'on est dans sa carrière, ça dépend du montant d'argent qu'il charge, ça dépend du niveau du club en Europe, le prospectus avec le club en Europe, il y a tellement de facteurs. Mais ce que je peux dire normalement, c'est que si on est assez bon, faut jamais payer. Et c'est là que je suis toujours très, très strict. Et je le dis sur les réseaux sociaux en anglais, je dis « If you're good enough, you don't pay ». Ça ne veut pas dire qu'un joueur qui n'est pas peut-être au niveau excellent, qui ne devrait pas payer pour se donner une opportunité. Ça arrive. Mais ce que je dis, c'est que si on est au top, il n'y a personne qui va te faire payer. Pourquoi? Parce que tout le monde alentour de toi, tu es un investissement pour eux. Donc, il faut toujours faire attention. La deuxième chose que je dirais à ces personnes, c'est en fait, comme j'ai dit avant, le panorama et l'industrie en Amérique du Nord a tellement changé qu'il y a tellement d'opportunités ici en Amérique du Nord qu'il n'est pas nécessaire d'aller en Europe.
et de faire ce bond, particulièrement trop jeune. Donc c'est ça. Ça dépend. Et la dernière chose que je devrais dire sur ce sujet-là, c'est le fait qu'en Europe, il y a 2 types d'académies. Il y a les académies et il y a les académies internationales. Donc, si on est un jeune joueur en dessous de 18 ans qui n'a pas nécessairement un passeport européen, il peut être difficile d'aller jouer pour une vraie académie. Même, je devrais dire, impossible si tu n'as pas de passeport européen et en dessous de 18 ans. Donc, il faut faire attention. Si on s'en va en Europe, pour qui on joue, à quel niveau, est-ce que c'est des matchs compétitifs? Parce que maintenant, on est arrivé au point où il y a tellement d'opportunités ici au Canada et en Amérique du Nord qu'il faut se poser la question, est-ce que mon bond vers l'Europe vaut la peine? Parce que aussitôt qu'on s'en va en Europe, les yeux se tournent et on t'est plus sous la même lunette. Les gens te connaissent plus comme avant. Et maintenant, avec la Ligue 1, avec la CPL, avec la NCAA, avec la MLS, on a tellement d'opportunités que ce calcul-là est beaucoup plus important, je dirais. Oh, mais c'est un très bon point, surtout que il faut dire les jeunes joueurs ici, et ça, c'est exactement la même chose que ce soit. Je vais parler des plus grandes, comment dire? Je vais parler des plus grandes provinces en fait du foot ici au Canada, celles qui sont le plus représentées, donc à savoir le Québec et l'Ontario. Si je prends ces 2 provinces en exemple, je pense que les joueurs n'ont jamais été autant exposés. Et puis même, je sais pas si tu connais d'ailleurs, je vais leur faire un petit shout-out. Mais il y a une plateforme ici qui s'appelle Panenka Football. Je Oui, sais pas si justement. tu en as entendu parler. Voilà, et Diego d'ailleurs, qui est à la base de ce projet-là, est un ami. Et je dois dire que lui, justement, il y a lui, mais il y en a d'autres aussi, hein, qui font vraiment tout pour que ces jeunes-là puissent jouir d'une grande exposition. Et c'est ça, justement, qui les met encore plus en valeur. Voilà, donc il y a toute une série de choses, en fait, qui sont mises en place pour que les jeunes puissent Il s'exprimer. y a tellement... Le meilleur exemple qui me vient en tête maintenant que tu as mentionné Panenka, c'est le Off-Season Tournament de Starting 11. Ah, exact. Moi, je suis sur le côté All City. C'est mes amis, je suis allé les aider cette année. Mais c'est ce genre de programme. C'est un programme pour les pros et les jeunes qui reviennent de leur saison. Pendant le mois de vide, ils ont une place où s'entraîner avec les meilleurs de leur ville. Non seulement ça, mais maintenant avec Starting, de compétitionner et de s'exposer. Et à ces tournois-là, il y a des gens qui regardent. Exact. Il y a du staff d'équipe pro qui était là. Il y a du staff d'université américaine qui était là. D'imaginer cette plateforme quand on était jeunes, nous, impossible. J'aurais jamais imaginé. On s'en va vers la bonne direction et il faut vraiment continuer à pousser comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est fantastique pour les jeunes, vraiment. Non, super, super. Et d'ailleurs, j'ai eu, tu as parlé de Starting. J'ai eu Shakib aussi, je l'avais invité. Oui. Et donc, il y a un podcast avec lui aussi qui va sortir très prochainement. Ce qu'il a créé, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Puis, pour les jeunes adorent. Quand nous on retourne du tournoi à Ottawa, les jeunes, ils tripent. Je veux dire, c'est tellement une belle opportunité. C'est la différence entre rester à la maison et rien faire durant les vacances d'hiver et compétitionner à haut niveau. Cette année, au tournoi, il y avait Mathieu Chouanière, il y avait Zorhan Bassong qui est venu. Exact. Tu sais, c'est des joueurs d'excellence, c'est des joueurs de très très haut niveau qui jouent avec l'équipe nationale, qui vont aller à la Coupe du Monde. Donc, c'est fantastique pour les jeunes, vraiment. Ouais, vraiment top. Vraiment top. Alors, parlons un peu d'exemples de fléaux que les Canadiens, même si tu l'as légèrement mentionné plus tôt, c'est sûr que c'est pas le cas de tous les Canadiens. Si par exemple on prend ton exemple, tu as des origines italiennes aussi, donc c'est sûr que, allez, dans ton cas, tu as quand même la possibilité de faire les démarches pour avoir le passeport italien, ce qui fait que si jamais tu vas en Europe faire des essais, tu n'es pas forcément considéré comme un extra-communautaire. Mais c'est pas forcément le cas de tous les Canadiens. Justement. Donc, moi, la question que je voudrais te poser, quand il y a un jeune, par exemple, qui arrive et qui te dit, écoute, c'est quoi, par exemple, les difficultés que je pourrais avoir au niveau contractuel si jamais je vais là-bas avec un passeport canadien? C'est quoi que tu lui dis? Sur le côté contrat juridique, il n'y a aucune différence. C'est vraiment sur la valeur du passeport canadien quand on va en Europe. Et ça, tu sais, même plus que moi. Je veux dire,
Il y en a certains qui ont pavé le chemin. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Et il y a même certains pays en Europe qui acceptent ce passeport canadien comme ayant une certaine valeur. Mais la majorité, en Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est difficile de se présenter avec le passeport canadien, que les gens, que ce soit les agents ou les clubs, te prennent au sérieux. Donc on a vraiment une étape de plus à devoir se prouver. Mais on s'en va quand même dans la bonne direction. On peut voir le nombre de joueurs qui jouent dans les ligues européennes de première division à comparer d'il y a 10-15 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus. Et il y a certains pays même, je devrais dire, je mentionne les pays scandinaves parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent ces pays-là comme rebondissement pour aller au prochain niveau. Je regarde en Suède maintenant, il y a 2 joueurs d'Athletic Ottawa qui ont fait le transfert à Gaich, une équipe qui l'an prochain va jouer en Conference League. On parle de Matteo Debrien, on parle de Samuel Salter. C'est fantastique. Et là, il y a quelques petites nouvelles que je vois sur les réseaux, que peut-être il y a un 3e joueur qui va s'en aller dans la Ligue suédoise. C'est pas confirmé encore, mais c'est juste pour dire ça, c'est un meilleur changement. Mais sur le côté contractuel, je dirais pas qu'il y a vraiment de différence sur ce point-là. Non. Ok. D'accord. Et la question suivante que je voudrais te poser, quels sont les types de profils de joueurs avec lesquels tu travailles? Et ça varie vraiment. Sur le côté masculin et féminin, du niveau amateur jusqu'au niveau Champions League. Je veux dire, sur le côté masculin, je n'ai pas travaillé avec des joueurs de Champions League, mais sur le côté féminin, oui. Donc, que ce soit un joueur qui n'a jamais joué pro, qui a 15 ans, ou que ce soit un pro établi qui a besoin d'aide contractuelle, j'ai pas mal tout fait ça. Et sur le côté féminin aussi, en NSL, en NWSL. Donc, ça varie vraiment. C'est vraiment cool. Et j'imagine que c'est déjà arrivé que des joueurs ou des joueuses viennent te poser des questions, de savoir. Je te lance ça parce que je sais que tu l'avais mentionné un peu plus tôt. Est-ce que je dois aller en Europe? Est-ce que je dois rester ici en Amérique du Nord? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Dans ce genre de situation, c'est quoi que tu leur réponds? Ça dépend vraiment du contexte, mais je dirais la première réflexion que j'ai, moi, c'est waouh, on a des opportunités extraordinaires ici en Amérique du Nord. On voit beaucoup de joueurs qui vont en Europe et qui reviennent. Si moi, j'aurais pu recommencer et dans une autre vie refaire ma carrière de joueur, je pense que je serais probablement resté en Amérique du Nord au lieu d'aller en Europe. Évidemment, c'est une expérience de vie incroyable que j'oublierai jamais, mais sur le côté purement foot, moi, ça m'attire beaucoup le chemin NCAA. Je pense que c'est vraiment sous-estimé. Je veux dire, non seulement tu termines tes 3-4 ans avec un bac, tu es éduqué, donc tu te brises le genou, il y a toujours un plan B. Non seulement ça, tu compétitionnes à très haut niveau et tu as la chance de faire un rebondissement vers la MLS, qui est vraiment maintenant une des 10 meilleures ligues du monde. C'est quand même incroyable. Donc, le premier réflexe que j'ai, pour répondre à ta question, c'est vraiment de rester en Amérique du Nord. Mais je ne sais pas pour toi, je veux dire, tu coaches beaucoup de jeunes. Est-ce que tu vois que leur intérêt, c'est toujours de... Parce qu'il y a toujours ce rêve-là d'aller en Europe. Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir toujours partir ou est-ce que c'est plus je veux rester? Ou est-ce qu'ils voient la valeur de rester? Je te dirais que la majorité sont attirés par l'Europe. On va dire initialement parlant. Mais après, moi, mon rôle, c'est d'éduquer. Tu sais, avant d'être un entraîneur, je me considère toujours comme un éducateur. Il y a toujours, que tu le veuilles ou pas. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les entraîneurs. Mais moi, personnellement, c'est comme ça. J'ai toujours cette âme d'éducateur. Et l'âme d'éducateur aura plus tendance à les pousser vers l'école. Moi, c'est comme ça. Surtout que, comme tu l'as mentionné, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'exemple de réussite. Et après, si on pose la question de savoir est-ce que ça va être facile, est-ce que ça va être difficile? Oui, ça va être difficile. Mais peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas avoir des difficultés. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir un chemin qui va être difficile, mais où tu sais qu'à la fin, tu vas avoir un diplôme et puis tu vas pouvoir continuer de jouer au foot si tu veux le faire. Si tu veux pas le faire, ou alors peut-être aller en Europe
Après, c'est possible que tu réussisses aussi. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je vends pas du rêve. Mais par contre, je te dis, oui, si c'est ça que tu veux faire, vas-y, fais-le. Vas-y. Mais il faut que tu saches qu'il y a des conséquences. Moi, j'essaie toujours, tu vois, comme on dit en anglais, you need to see the big picture. Ouais, vraiment. Voilà, donc j'essaie toujours de montrer vraiment le portrait à 360 degrés. Mais après, c'est sûr que c'est toujours le jeune et puis par extension aussi les parents, Les parents, ouais. qui vont prendre la décision. Ouais, et c'est un différent argument du côté féminin que masculin. Je veux dire, du côté féminin, les histoires de succès sont encore plus élevées par le chemin NCAA vers pro. C'est quasiment, je dirais pas garanti, évidemment pas, mais il y a tellement de joueuses canadiennes qui font le rebondissement de la NCAA vers les pros. Et quand on parle de pro, on parle de top. Ouais, On top parle équipe, ouais. Champions League en Europe, les top équipes. Donc, ouais. Mais c'est difficile de le dire à un jeune. Tu sais, pense à l'école quand tu as ce rêve-là de jouer pour Barcelone. Exact. Non, mais c'est sûr. Mais après, ben, comme tu l'as dit, hein, c'est sûr qu'avec la MLS, avec la CPL maintenant, avec le FC Supra encore récemment, ben, je pense que les jeunes commencent à prendre conscience aussi que il y a de la place aussi pour faire des choses. Et tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu un entretien, peut-être que tu as entendu parler de lui, mais après, je sais que c'est un éducateur qui est surtout connu ici au Québec. Il s'appelle François Bourget. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais il a occupé différentes fonctions, aussi bien dans Ok. des clubs que dans des collèges, mais notamment le collège d'Antique Bay. C'est lui qui a formé des joueurs comme Mo Farsi, Moïse Wow. Bolbito. Récemment encore, il y a un joueur qui vient d'être drafté en MLS avec qui j'ai eu un entretien, d'ailleurs il y a de cela à peu près 3 semaines. Il s'appelle Charles-Émile Brunet. Mhm. Ouais, voilà, donc c'est aussi un joueur qui a été formé, notamment, c'est pas le seul qui l'a formé, mais François Bourget fait partie des éducateurs qui l'ont formé. Et lui aussi, il est totalement d'accord pour dire que la plupart des joueurs aujourd'hui ont plus à gagner à rester ici en Amérique du Nord dans un premier temps. Absolument. Et puis ensuite, ben voilà, rien ne les empêche de partir en Europe par après. Justement, et je trouve aussi que quand nous, on était jeunes, si on ne faisait pas partie des grosses académies MLS, c'était un peu la fin du monde. Tous les yeux étaient vraiment sur ces équipes-là. Maintenant, les histoires qu'on a de jeunes qui n'ont jamais fait partie des 3 grosses académies canadiennes, que ce soit Whitecaps, TFC ou Montréal, il y a tellement d'histoires de succès. Donc, à 16 ans, si tu n'es pas avec une académie MLS, quoi que ce soit, ça veut rien dire en fait. Ton rêve, il est aussi vivant que les autres, quoi. Les noms que je viens de te donner, là, je peux t'en donner 4 qui sont sortis du Québec. Charles-Émile Brunet, même s'il faut dire que lui est quand même, à un moment donné, il a été à la pré-académie de l'Impact de Montréal. Il a été aussi à l'académie, mais il a été coupé. Je pense que c'était en U15, si je ne me trompe pas. En U15, il a été coupé. Mo Farsi n'est jamais passé par l'académie du CF Montréal. Ismaël Koné, qu'on connaît très bien aussi, ben lui est passé par le CF Montréal, mais avec les U23. Oui, très tard. Et avec les U23, il est resté quoi pendant 3 semaines avec eux. Il est passé en équipe première première, directement. Moïse Bombito n'est jamais passé par une passé. académie. Voilà, donc, et c'est des jeunes. Par contre, si je prends l'exemple de Charles-Émile Brunet, d'Ismaël Koné, de Mo Farsi, ils sont passés par la Ligue 1 Québec. Justement. Voilà. Et donc, après, eux ont décidé de. Pas Mo Farsi, parce que Mo Farsi, lui, il est parti en Algérie, puis il a fait la CPL. Ouais. Et donc, c'est la CPL qui l'a propulsé à la MLS. Mais Charles-Émile Brunet et Moïse Bombito sont passés par Justement. le chemin universitaire. Tu vois, donc, Et du côté Ottawa, il y a Jonathan David aussi. voilà. Et Jonathan David, lui, il étudiait à Louis Riel, qui est une école de sport-études à Ottawa. Il jouait pour une académie locale, Ottawa Internationals. Et on peut voir où est-ce qu'il est maintenant, je veux dire. Juve. Histoire incroyable. Incroyable. Histoire incroyable. Ouais. Ben justement, peux-tu nous parler un peu de Joe David? Jonathan David, je ne le connais pas personnellement. Mhm. Je me suis
entraîné avec lui quelques fois en pré-saison. Et j'ai joué contre lui parce qu'évidemment, lui faisait partie de l'autre équipe sport-études secondaire, d'école secondaire, quand on était jeune. Une chose qui m'a marqué des quelques fois que je me suis entraîné avec Jonathan David, c'est le fait que en entraînement, et je te le dis en toute sincérité là, il n'y avait pas un tir qui n'est pas rentré dans le but. Et je me rappelle, à ce point-là, j'étais déjà en Suède et j'étais en pré-saison. Donc je m'entraînais vraiment 2-3 semaines avec les gars. Et il était là. Et il était encore à Ottawa, il n'avait pas fait le bond en Europe. Mais je me rappelle distinctivement du fait qu'il n'y avait pas un tir qu'il a raté. C'est juste pour montrer le niveau de qualité. Et ça, c'est aussi après avoir vu les joueurs suédois jouer. Et en Suède, on a joué contre des grosses académies, là, Aiko, Djurgården, toutes les équipes qui sont en Allsvenskan, mais genre l'équipe junior. Et donc, en voyant ça et en retournant, j'étais quand même extrêmement impressionné du fait qu'il n'y avait pas un tir qui a raté. Je dis là, c'était 12 sur 12, là. Non, mais ça montre aussi la discipline, en fait, qu'il faut avoir pour jouer à ce niveau-là. Moi, je vais te raconter aussi une petite anecdote. Mais ça, c'était longtemps après que j'ai quitté l'académie. Comme tu le sais, j'avais joué un peu à l'académie d'Anderlecht, notamment, Union Saint-Gilloise aussi. Et lors d'un retour que j'avais fait en Belgique, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller jouer une place qui est très très connue, qui s'appelle le Parc du Cinquantenaire. Et en fait, il y a ce qu'on appelle chez nous les Agora Space. En fait, c'est un five, mais Ouais. c'est un five, mais à l'extérieur. Sur du... Ouais, c'est ça, sur du synthétique. Ok. Ouais. Et le jour où je suis arrivé, il y a Lukaku qui débarquait avec un de ses amis très très proches, d'ailleurs, Nikes Kodimbana, que je salue. Et Nikes, en fait, à l'époque, c'était le 3e ou le 4e gardien d'Anderlecht. Et on a joué ensemble à Ninon Saint-Gilloise, mais là, je te parle, ça fait longtemps. J'étais avec lui à l'époque en U18, junior UEFA. Et bref, donc je l'ai vu, je le salue et tout ça. Et puis on commence à jouer. Et moi, ce qui m'avait... Et puis, je dois dire, c'est une période où je critiquais beaucoup Lukaku parce que je trouvais que... Quand je voyais comment il était puissant, je trouvais qu'il n'utilisait pas ça à bon escient. Et je trouvais aussi que au niveau de sa finition, il pouvait être meilleur. Je faisais partie des Belges qui le critiquaient vraiment. Mais ce jour-là, j'ai changé totalement mon opinion. Je t'assure, on a joué. Je pense qu'on a joué 6 ou 7 matchs. Ouais. Eh ben, on se faisait sortir à chaque fois. Et lui, à chaque fois qu'il recevait le ballon, il se retournait, frappe, c'était but. Pied droit, pied gauche. À certains moments, il recevait le ballon, passement de jambe, frappe, c'était but. 9 fois sur 10, c'était but. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai côtoyé de très très bons joueurs. J'ai côtoyé Vincent Kompany, Justement. qui est le coach du Bayern de Munich. On était coéquipiers. J'ai connu des grands joueurs. Mais sincèrement, une finition comme celle que Lukaku a, j'ai rarement vu ça. Et pas étonnant en fait qu'il est encore en train de faire la carrière qu'il a fait jusqu'à présent. Et sincèrement, après ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui critique Lukaku, je lui dis à chaque fois, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je l'ai vu jouer. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il avait quel âge à ce point-là? Il venait de signer à Chelsea. Ah, ok, waouh. C'était le tout début. C'est Mourinho qui l'a signé, non? Je pense que... c'est une bonne question, ça. Parce que c'était Mourinho qui était le coach quand il est arrivé. C'est possible. C'est possible. Ou alors Mourinho venait peut-être de se faire virer. Je m'en souviens plus. Ouais. Mais c'était la période. Il me semble que c'était pas loin de la période Mourinho. Ouais, c'était pas loin. Mais quel joueur. Ouais. C'est le meilleur buteur de l'équipe belge de l'histoire de la Belgique. C'est ça. Donc, voilà, il n'y a pas de secret, je veux dire. Il n'y a pas de secret. Mais sincèrement, je t'assure, quand je l'ai vu là, j'ai dit bon, pardon, excuse-moi. Franchement, j'ai... Respect, hein. Ah non, c'était incroyable. Et c'est là que ça m'a montré aussi. Et honnêtement, j'étais content que ça arrive. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu ça,
Ça m'a montré aussi la discipline qu'il faut avoir, le travail qu'il faut avoir pour arriver à ce niveau-là. Ouais. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est Ouais, justement. Mais c'est drôle que tu mentionnes la discipline et tout, parce que Jonathan David, c'était aussi les petites habitudes qu'il prenait, même durant ses entraînements, euh, d'arriver à temps, de faire ses étirements. Tous les petits détails, en fait, c'est l'accumulation des petits détails faits parfaitement qui englobent et qui créent de la perfection. Et c'est justement ça qui démontre et qui... c'est la raison pour laquelle il est arrivé à ce niveau-là, je veux dire. exact. C'est du sérieux. Et maintenant, parce que c'est sûr, ce que je peux ressentir, c'est que tu es un passionné de foot. Il adore. Ça, c'est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, on est d'accord que même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, il faut en vivre. Est-ce que tu es capable, pour le moment, de vivre de ton activité? Bon, de mon activité comme avocat, oui. C'est sûr que j'essaie de rentrer dans le monde du foot à temps plein. Mais si les jeunes, c'est une carrière qui leur intrigue, c'est sûr qu'on peut y vivre, définitivement. On parle de quoi en matière de chiffres? Ah non, ça, on ne parle pas de ça. J'ai essayé. Non, mais et je comprends que tu veux pas répondre à cette question, c'est tout à fait normal et c'est légitime. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que est-ce qu'un jeune, par exemple, qui aimerait prendre ton chemin, est-ce qu'il peut se projeter à moyen terme et à long terme? Définitivement. Et ce que j'aime du droit, c'est que c'est un peu un atout qui ouvre toutes les portes. J'ai des amis du bac qui travaillent dans différents cabinets, qui font des choses complètement différentes, que ce soit du droit du travail, du droit du divertissement, de la propriété intellectuelle, peu importe. C'est vraiment un atout qui peut t'ouvrir toutes les portes. Tu peux t'en aller en vente, tu peux t'en aller en business. Donc c'est ça la beauté. Et en tant qu'avocat sportif, la niche que j'ai choisie, c'est le contractuel qui me passionne beaucoup, mais il y a tellement de différents enjeux que les jeunes peuvent aller toucher un jour, que ce soit, comme j'ai mentionné, la propriété intellectuelle, les droits à l'image, la résolution de conflits. Il y a tellement d'options. Donc, définitivement, c'est une très, très belle carrière. Mais c'est pas la seule façon d'y arriver. On peut travailler dans le foot dans différents domaines aussi. J'ai beaucoup d'amis qui font du film, qui travaillent en photographie. Donc, si on veut rester immiscé au foot, il y a plein de différents chemins, définitivement. Excellent, intéressant, très intéressant. Et voilà, là je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, tu as parlé surtout du fait que pour toi il était important que tu fasses prendre conscience aux jeunes. Et d'ailleurs, je partage aussi cette opinion-là. C'est que avant d'avoir les yeux rivés vers l'Europe, qu'il était important, c'est de regarder en Amérique du Nord, parce que on est d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais maintenant, là, je vais te poser une question précise, parce que c'est sûr que tu as été emmené à conseiller beaucoup de jeunes joueurs et de joueuses. C'est quoi ton opinion par rapport au fait qu'il faut préparer son après-carrière? C'est un très, très bon point. Et c'est primordial. Parce qu'on regarde les pourcentages de joueurs qui arrivent au haut niveau, c'est très bas. Et une chose qui m'a un peu marqué, en fait, il y a quelques semaines, j'étais sur le site web de la MLS avec mon ami et on regardait les salaires, voir les salaires, juste pour se divertir, on regardait les salaires. Et il y a des très très bons joueurs qui sont établis dans la ligue, qui sont là depuis plusieurs années, qui font des salaires bons, mais pas des salaires qui vont te garder pour toujours. Donc même arrivé à ce niveau-là, tu es déjà dans le 1%, même moins. Tu es déjà arrivé à ce point-là, en termes de finances, c'est même pas assez pour te garder pour toujours. Et peut-être, quand on est jeune, on peut peut-être se distraire quant aux gros chiffres qu'on voit sur la télévision et quand on joue à FIFA. Mais la réalité, c'est pas ça. Donc, il faut toujours avoir une certaine curiosité, un certain intérêt dans un autre domaine ou dans une façon d'intégrer le foot
à partir d'une autre optique, que ce soit le droit ou quelque chose d'autre. La photographie, ça peut être. Mais c'est très important et je trouve qu'il manque un certain aide aux jeunes qui quittent le foot à cet âge-là, entre 17 et 18 ans, quand tu as dédié toute ta vie au sport et finalement tu es lancé dans le vrai monde des adultes sans vraiment savoir où aller. Et je dis pas nécessairement que c'est le chemin d'école, parce que c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, faire des études en droit, c'est beaucoup de lecture. C'est pas tout le monde qui aime lire. Mais d'avoir toujours cette ouverture et de s'immiscer, d'essayer différentes choses dans la vie, c'est très important. Ouais. Je sais pas, pour toi, c'était comment de faire cette transition-là du monde du foot. Évidemment, tu as compétitionné à haut niveau, mais ensuite de faire cette transition-là, ça a dû être quand même assez difficile. Très dur. Ça a été très dur. Et je t'avoue que éducateur, je l'ai fait, mais je ne veux pas dire par accident, mais c'était un peu ça. Disons que c'était la première chose qui s'était présentée dans mon chemin. Voilà. Et bon, c'est sûr qu'après, tu vois, tu as des objectifs précis et tout ça que tu veux atteindre. Tu as un espèce de... Mais moi, comment je fonctionne, c'est que j'essaie toujours d'avoir un plan de carrière. Donc après, j'ai essayé de me confectionner un plan de carrière et tout ça avec l'expérience que j'avais déjà. Et voilà, et c'est ça qui m'aide à avancer. Mais je dois dire que c'est pas facile. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Même les plus jeunes, par exemple, qui s'entraînent avec nous à NPG, on Ouais. essaie déjà de les briefer par rapport à ça. Ouais, c'est En fantastique. leur disant, oui, vous avez du potentiel, vous avez probablement des possibilités pour pouvoir faire partie du 1%, et on Ouais. leur dit toujours que c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais il faut penser que même si tu le fais, ça va durer quoi, 20 ans si tu es très chanceux ou tu es très chanceuse, mais après tu as 40 ans encore d'existence, 40 ans, 50 ans d'existence. Mais il faut que tu sois capable, tu vois, de savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire, ou du moins d'avoir une idée Ouais. de ce que tu veux faire. Voilà. Et donc, c'est des exercices auxquels on les expose parce que, voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ouais. Mais ils sont chanceux d'avoir un mentor comme toi parce que c'est pas tous les coachs qui sont aussi ouverts et honnêtes de leur dire et de leur prévenir de la réalité du monde qui s'en vient. C'est sûr que cet âge-là, j'imagine que c'est difficile des fois de réaliser la réalité, mais quand même de mettre cette graine dans leur tête pour ensuite se préparer, c'est tellement, tellement important. Ouais. Je peux même te donner un exemple, hein. Il y a un éducateur, je ne vais pas forcément citer son nom, mais il y a un éducateur qui est avec nous, qui a d'ailleurs fait quelques essais en Europe. Il y a de cela quelques mois, on va dire. Et voilà. Et moi, j'essayais déjà de mettre cette graine-là, et l'air de rien, maintenant, il se rend compte que voilà, il ne sera pas forcément malheureux Ouais. si jamais il n'arrive pas à atteindre son objectif en tant que joueur professionnel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut rester dans le milieu du foot. Et après, tu le sais, il y a tellement d'opportunités dans le milieu du foot. Il y a tellement... En fait, c'est... D'ailleurs, quand j'avais eu cette discussion avec Diego, il disait vraiment quelque chose de super pertinent, c'est que si tu regardes un match de foot, il n'y a que 22 acteurs sur le terrain. Mais il y a plus, si tu vois les clubs, il y a plus d'acteurs en dehors du terrain que sur le terrain. Ouais. Donc ça te montre déjà, tu vois, que l'écosystème du foot, c'est un grand écosystème. Et c'est pas parce que tu deviens pas joueur que tu ne seras pas forcément heureux. Tu vois, tu pourras toujours vivre de ta passion, mais tu feras peut-être quelque chose. Tu seras peut-être avocat, tu seras peut-être éducateur, tu seras peut-être agent, tu seras peut-être président de club. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement de choses où tu peux mettre aussi, on va dire, tu peux mettre ton talent en fait au service de la communauté. Et donc moi, c'est vraiment ces choses-là que j'essaie de faire prendre conscience. Je peux même te dire, tu vois, que au sport-études, je parle souvent de ça. Ce ne sont pas forcément tous les éducateurs, tu vois, qui en parlent, mais Ouais. j'essaie vraiment de, on va dire, élever le niveau de conscience des joueurs par rapport à toutes ces réalités-là. Ouais. Et je sais que même si parfois sur le moment, ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit, mais à un moment donné, ils vont se retrouver dans une situation où ils seront emmenés à prendre des décisions qui seront importantes, ouais. Et ça reviendra. Ouais, ça reviendra. Voilà. Mais comme tu l'as bien dit, tu vois, c'est des graines que tu sèmes. Ouais, que tu sèmes voilà. dans la tête. Et à un moment donné, ça va les aider. Ouais. Non, mais c'est très noble, vraiment là.
Ils sont en bonne main, tes jeunes. Merci, merci. Merci beaucoup. Ben, regarde, on a vraiment fait le tour avec toi et j'ai vraiment trouvé cet entretien mais super intéressant. Et comme je te l'ai dit, hein, l'un de nos objectifs vraiment, c'est d'essayer un maximum d'informer. Parce que ben, quand tu étais plus jeune, je pense que c'est ce qui manquait. Quand j'étais plus jeune, définitivement, c'est ce qui manquait. Et pourtant, je viens d'un pays de foot. Mais je pense que, allez, les jeunes aujourd'hui sont tellement exposés aux réseaux sociaux. Alors, je- moi, ce que je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce podcast, pardon, c'était vraiment pour que ces jeunes-là puissent avoir du contenu intéressant qui va les aider. Et c'est sûr qu'avec ce que tu as fait aujourd'hui avec ton intervention, ben, ça va aider beaucoup de jeunes. Et sincèrement, je t'en remercie pour ça Merci à toi. en mon nom et au nom de toute l'équipe. Je te remercie vraiment pour ça. Mais avant qu'on termine, j'avais encore une question très très importante à te poser. Si tu avais 3 conseils à donner à des jeunes, 3 conseils qui valent de l'or, quels seraient ces conseils-là? Oh, je suis un peu jeune pour donner des conseils, Garlin. Mais t'as déjà quand même pas mal d'expérience, hein. Tu vois, tu sais, excuse-moi, hein, c'est juste, je suis juste en train de rebondir par rapport à tout ce que tu as dit jusqu'à présent. On voit déjà qu'il y a un certain vécu. Tu vois, on voit déjà qu'il y a un certain vécu. Et par rapport à ça, tu t'en rends pas compte, peut-être? Ou peut-être tu en as déjà pris conscience et ben, je te donne beaucoup de crédit si c'est le cas par rapport à ça. Mais ton expérience peut toujours aider quelqu'un. Je vais réitérer la phrase. Ton expérience, en fait, peut toujours être la réponse à la question que quelqu'un se pose. Justement. Donc, c'est pour ça que pour moi, que tu aies une expérience d'une année, de 5 ans ou de 20 ans, ton expérience peut être la réponse à une question que quelqu'un se pose. Et j'en suis sûr, j'en suis totalement certain que cet entretien aujourd'hui va être la réponse que peut-être un parent se pose, que peut-être un jeune se pose. Donc, c'est pas des choses à négliger, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Tu m'as convaincu. Hein. Si je me permets, en toute humilité, je pense qu'il y a un conseil que je veux donner aux jeunes. Le conseil, c'est de rêver, parce que entre le rêve et la réalité, il y a seulement un obstacle, et cet obstacle-là, c'est le choix. Du moment qu'on fait le choix et on rêve, la réalité se divulge. Donc, c'est ça. Continuez à rêver, toujours. Bravo, bravo. Moi, je pense que c'est une très, très belle conclusion. Non, mais franchement, merci Thomas. Merci. Et regarde, ça, c'est quelque chose que je suggère à tous les invités que j'ai eus. Je peux même te dire qu'il y a ben, je ne vais pas citer son nom, mais il y a un joueur professionnel avec qui j'avais fait un premier entretien. J'étais censé en faire un deuxième, mais bon, après, il y a parfois des choses qui arrivent et tout ça, mais disons que l'objectif, c'est toujours d'essayer de voir aussi un peu l'évolution, tu vois, des invités qu'on a reçus. Voilà, donc ce serait bien, dans un futur proche, 6 mois, 1 an, vraiment quand tu voudras, Absolument. qu'on puisse refaire un entretien, peut-être qui va parler d'autres sujets. Absolument. Voilà, et on pourra en discuter. Mais je pense vraiment qu'il y a de la place, en fait, pour que les jeunes puissent vraiment, comme je dis, être informés encore plus. Parce que, voilà, c'est ça qui va faire que les jeunes vont s'en sortir encore plus que, comme je le disais tout à l'heure, même si parfois, tu sais, dans ton chemin, tu peux avoir des difficultés et tout ça, juste de savoir que, ah ben, Thomas, il a fait ce chemin-là et il a eu telle difficulté, mais il a réussi non seulement à la surmonter, et il a réussi à réaliser son rêve. Voilà, je pense qu'on aura fait notre travail. Fantastique. Bah, tu m'appelleras, je viendrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, encore merci. Merci pour le temps que tu nous as donné. Et ben, bon succès pour tous tes objectifs. D'ailleurs, j'en profite aussi pour te souhaiter une excellente année à toi et ta famille, parce qu'on est encore au mois de janvier. À toi aussi, Garlin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben, au plaisir alors. Au plaisir et à bientôt. Merci. Chers abonnés, restez forts et à bientôt.